Bienvenue dans ce podcast réalisé par Ayrton, une entreprise spécialisée dans l'IoT et la conception de produits intelligents. Dans cette série de quelques épisodes, on vous dévoilera tout sur notre culture d'entreprise, sans filtre, sans tabou et surtout sans langue de bois. Je suis Malika Assab, responsable RH à Ayrton. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. Bienvenue dans la deuxième partie du podcast d'Adrien et Fabien, les cofondateurs de Ayrton. Dans cet épisode, ils vous racontent la suite de leur aventure. Je vous souhaite une bonne écoute. Dans la première partie du podcast, on parle de la création de votre projet et finalement du développement de la culture d'entreprise. Mais je me questionne sur son évolution. Est-ce qu'une culture d'entreprise doit toujours être la même que celle de départ ? Moi, je pense que culture ou pas, c'est hyper flippant d'imaginer que des choses peuvent rester pareilles. Moi, ça m'effraie. Je pense qu'au contraire, on fait des tests, des choses qui fonctionnent à un moment donné, qui fonctionnent plus après, où nous, on a changé, on n'a plus envie de quelque chose. Ça, c'est peut-être une personnalité et c'est pas forcément compatible avec tout le monde, mais pour moi, tout ce qui est figé me fait peur. Donc, se dire que la culture, elle est comme ça, qu'on la regarde honnêtement, qu'on se pose tout le temps la question de qui on veut être. Tu disais, par exemple, Fabien, que tu pensais avoir échoué sur le fit culturel au moment où tu recrutais, des choses qu'on a depuis vachement travaillé, mais moi, encore aujourd'hui, je m'interroge, je me dis, on en parlait avec Malika il y a très peu de temps, qui on est pour vérifier si quelqu'un est compatible à notre culture, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, se remettre en question en permanence, sans pour autant dire que ce qu'on faisait avant était nul, hein. Je trouve ça excitant pour essayer toujours de se rapprocher d'une vérité peut-être qu'on n'atteindra jamais. Et donc la culture, elle va évidemment bouger avec toutes les personnes qui vont venir s'y emparer quand ils arrivent dans l'entreprise, avec la taille. Mais nous-mêmes, on n'a plus 22 ans. Nous-mêmes, on a changé, on a d'autres aspirations, on a d'autres envies. En ce moment, on travaille beaucoup sur le bien-être des salariés, ce qui est une vraie question aussi presque éthique. Est-ce que l'entreprise doit s'occuper de ça? On ne sait rien. On a envie, peut-être parce que nous aussi, on a une époque où le bien-être nous impose. Alors quand on a 22 ans, le bien-être, on ne sait même pas de quoi ça parle. Donc je pense que ça bouge de partout et c'est pas très grave. Quelqu'un qui me dirait je veux que ma culture elle soit figée parce qu'elle est géniale, il me ferait hyper flipper. Intéressant. Je pense que de toute façon, on a quand même des bases sur une certaine vision de comment on conçoit la collaboration de personnes au sein d'une équipe pour aboutir à un résultat. Mais effectivement, ça évolue et oui, on est devenus des grandes personnes quand même au bout d'un moment, même si on boit toujours un peu des bières de temps en temps. Mais oui, on a forgé quelque chose qui évolue et je pense que le fait qu'on soit encore là 16 ans après, c'est parce qu'on accepte cette évolution, on accepte que ce soit mouvant, on accepte que chaque année ne soit pas la même parce que oui, on est de plus en plus en termes de diversité de métiers, faire collaborer des gens de plus en plus d'horizons différents ensemble pour concevoir ces produits. Puis toutes les nouvelles fonctions qui sont arrivées, le marketing, la RH avec toi Malika, c'est des nouvelles personnes avec qui collaborer, à des nouveaux points de vue qui nous nourrissent en fait. Et garder ce côté humble et accepter de se faire nourrir par ce qui arrive avec tous les gens de Ayrton, ça fait aussi partie de notre culture en fait, d'être dans le mouvement C'est ça. et d'être dans l'air du temps et de comprendre ce que veulent les gens et pourquoi en fait ce qui marchait hier ne marche plus tout à fait aujourd'hui et ne marchera encore moins demain, mais qu'il faut s'améliorer pour que ça continue de fonctionner. Je me rends compte que le mouvement a toujours fait partie de Ayrton. Je l'ai dit dans mon introduction, mais je pense que j'en mesurais pas le poids. Est-ce que finalement, c'est pas ce qui fait qu'on accepte plus facilement le changement? Que finalement, le mouvement, le changement fait partie de la culture et que Ayrton, c'est un peu ça et que tu sais pas ce qui va arriver. Et donc, en fait, quand ça arrive, tu l'accueilles et t'avances, quoi. Parce qu'on a été formés à se dire, OK, on en fait quoi maintenant? En tout cas, c'est un reproche qu'on m'a eu fait souvent, qu'on continue de me faire. Je pense que c'est un trait de ma personnalité assez fort. Le changement, moi, c'est quelque chose qui m'excite, donc forcément, je m'applique mes propres règles. C'est assez dur de savoir quand est-ce qu'il faut amener de la stabilité et pour protéger aussi un peu les équipes, et quand est-ce qu'il faut amener les changements parce qu'elles peuvent s'ennuyer. Ce que j'ai décidé, moi, de faire, c'est de me dire, il est probable qu'il y ait des personnes qui sont très à l'aise avec le changement comme moi. Je ne suis pas tout seul dans le monde. Et probable que d'autres personnes sont beaucoup plus à l'aise avec des choses très pérennes. Et donc, faire attention avec qui on collabore, essayer de comprendre qui a cette sensibilité ou pas. Et quelqu'un qui me ressemble, l'emmener avec moi sur plein d'idées, checker des choses, etc. Et quelqu'un dont on a besoin aussi un peu plus pilier, un peu plus sérénité. Les mettre aux bons endroits dans l'entreprise qui vont le moins changer, en tout cas dans les quelques années à venir. Et surtout pas les mettre dans les endroits qui sont hyper exploratoires et nouveaux, où là ça va changer tous les jours. Donc essayer de s'adapter avec l'envie des personnes et pas se dire la boîte elle bouge tout le temps, donc tout le monde va bouger tout le temps. Et des fois tu te rends compte qu'en mettant quelqu'un à une place un peu nouvelle ou qui va bouger beaucoup alors que c'est pas du tout ce qu'il aime dans la vie ou ce qu'elle aime dans la vie, tu peux le pousser
à l'extérieur de l'entreprise, parce que c'est la panique totale. Je pense que la boîte, forcément, elle a une tendance, et ici on a une tendance à être très agile et bouger beaucoup, mais il faut se méfier de où on le fait dans l'entreprise. On ne va pas le faire de partout en permanence, sinon je pense que ça peut devenir un peu le chaos. Je pense que on s'est habitué à ce mouvement, à ce changement permanent, parce que quand on crée une entreprise au début, de toute façon, les nouveautés s'enchaînent. Et je me rends compte d'ailleurs, puisque sur notre wiki, j'ai écrit l'histoire de Ayrton pour que tous ceux qui arrivent maintenant puissent savoir un petit peu d'où on vient. Et finalement, c'est les 5 premières années qui sont les plus denses. Et les 10 suivantes l'ont été, mais d'une manière assez différente, puisque au début, on était dans la découverte. D'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que quand on était tout au début de Ayrton avec Adrien, on écrivait une petite BD ensemble, parce que c'était la mode des blogs BD en 3 cases à cette époque-là sur Internet. Parce qu'en fait, on était émerveillés de tout, donc en fait, chaque situation donnait lieu à un gag, finalement, puisque tout était bizarre, tout était nouveau, incongru, finalement. Donc en fait, on a été baigné là-dedans, ce qui effectivement n'est pas le cas de tout le monde. D'une façon assez bizarre, je n'aime pas autant le changement qu'Adrien, parce que je suis quelqu'un de plutôt routinier, mais j'ai appris à l'apprécier. Et par exemple, là, il se trouve que le jour où on enregistre ce podcast, ce soir, on va faire une annonce de changement d'organisation. Et moi, du coup, je vais un peu changer de statut, de poste, et je suis hyper excité. Parce que c'est aussi, je pense, pour ça qu'on est resté là depuis 16 ans. C'est qu'il y a toujours des nouvelles choses à faire, des nouveaux challenges, des nouvelles choses excitantes à découvrir. On continue d'apprendre sur tout un tas de niveaux. Moi, techniquement, Adrien sur la création et la gestion d'entreprise. Et chacun, à notre façon, en fait, on aime ça, on aime se challenger en permanence et apprendre et bouger toujours pour essayer d'atteindre un mieux, un meilleur et entraîner tout le monde avec nous là-dedans. Je rebondis sur ce que tu es en train de dire là. Bon, après, c'est une volonté que vous allez chercher. Mais moi, j'étais la team toujours aller chercher la meilleure version de soi-même. Et dans un podcast que j'ai écouté récemment, c'était un peu remis en question de... en fait, est-ce que c'est bien de toujours aller chercher le meilleur? Parce que finalement, tu te mets toujours en tension. C'est quoi votre point de vue là-dessus? Je suis passé par tous les stades. Le stade où j'y pensais pas trop, donc le début d'étudiant et début de Ayrton, on essayait juste de faire des choses. Le stade où j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne vraiment des nouvelles choses totalement inconnues, qui faisaient peur et qu'il fallait qu'on fasse. Et donc ce stade de développement personnel qui est venu avec l'ère des coachs et tout ça. Mais en demi-teinte, c'est-à-dire que j'essayais d'être assez sympa avec moi-même, mais quand même j'avais envie de progresser. Et là, je suis revenu depuis quelques années avec la sagesse et les cheveux blancs, dans un stade... il y a des moments où on a des contraintes, il va falloir qu'on fasse des choses qu'on n'a pas envie de faire, ça nous arrivera toujours. Mais essayer de vachement plus s'écouter sur qu'est-ce que tu as envie de faire vraiment, pour de vrai, le plus souvent possible. Ça ne veut pas dire être feignant, d'ailleurs même on pourrait être feignant, mais c'est essayer de s'écouter plus sur ce que nous on a envie, et donc quelque part accepter aussi qui on est devenu. Et effectivement, la meilleure version de soi-même, c'est toujours un truc qui m'a fait flipper, parce que c'est une espèce de fuite en avant, une espèce d'upgrade de soi-même, où est-ce qu'on va arriver. Et ça, je l'ai vachement vu moi avec mes enfants, qui évidemment, comme tous les enfants, ont une innocence totale et parfaite, et qui quand ils sont moins de 10 ans, nous idéalisent complètement, ce qui fait du bien, hein. On est déjà la meilleure version de nous-mêmes pour eux, et en vrai c'est eux qui ont raison. Et quand on n'a pas conscience de ce qu'on fait, de ce qu'on est réellement, la course infinie, c'est certain que c'est un piège. Par contre, si on a envie d'apprendre le piano et d'être super fort en piano, c'est tout à fait ok, mais bien se poser la question sur d'où vient l'envie. Est-ce que c'est moi qui ai envie, j'ai envie de faire ce truc, ou c'est autre chose? Et ça, c'est assez dur. Oui, si c'est pour l'ego, si c'est pour... Ouais, mais c'est dur à faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment se poser la question, attends, est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça ou pas? Ça peut faire peur, mais c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire, auquel cas peut-être dépasser sa peur, c'est intéressant. Ou en fait, c'est une espèce de pression sociale compliquée à avoir, ou professionnelle, et du coup, ça fait juste peur, et puis finalement, ça apporte pas grand-chose. Complexe comme débat. T'as un avis dessus, Fabien? Comme je te disais tout à l'heure, je suis un peu routinier, donc j'aime bien être dans mon petit confort, jusqu'au moment où en fait j'ai amené ce petit confort à un certain stade où j'ai envie de changer et de faire quelque chose de nouveau ou de différent, assez naturellement, sans vraiment me poser la question. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose qui est hyper important là-dedans, c'est d'être conscient du présent, de ce qu'on a maintenant, et de pas toujours rechercher le truc d'après qui sera mieux, mais déjà bien regarder ce qu'on a et la chance d'avoir ce qu'on a dans le présent, d'en profiter, et pas toujours vouloir le truc mieux d'après, parce que finalement peut-être qu'à un moment on sera jamais heureux si on profite jamais de ce qu'on a à l'instant T. Il faut pas avoir peur de se dire que l'envie qu'on avait hier n'est plus tout à fait la même qu'on a aujourd'hui. Le principal, c'est de savoir ce qu'on a envie dans le présent. C'est ça que j'essaye d'avoir ces dernières années, et c'est d'ailleurs pour ça que un de mes steps chez Ayrton, ça a été de revenir à faire du code, parce que je m'étais dit, en fait, dans le présent aujourd'hui, parmi toutes les choses que je fais, c'est ça que j'aime le plus. Parmi tout ce
qui se dessine comme chemin pour l'avenir, en fait, ça, ce truc que j'ai en présent, j'ai pas forcément envie de le quitter, quoi. C'est des choses que j'applique aussi dans ma vie de tous les jours. En ce moment, je fais pas mal de musique parce que c'est le truc qui m'anime, et puis peut-être qu'à un moment, ce sera moins important et ça ira vers autre chose. Et c'est pas grave de se dire, ok, j'ai investi beaucoup d'énergie dans un truc, et puis là, aujourd'hui, ça m'anime plus, je passe à autre chose, et c'est ok, en fait. C'est pas grave. Faut juste savoir, ok, là où j'ai envie de mettre mon énergie dans le présent, où c'est. Je pense que c'est quelque chose qui est très important pour faire des choix et pour, parmi tout le nombre de choses qu'on a devant nous, voilà, savoir où on a envie de mettre son énergie pour progresser sans vouloir atteindre des buts qui sont trop élevés ou trop différents ou trop variés surtout. Je pense que c'est hyper important. Tout à l'heure, je parlais de success story, de choses qui sont reconnues à Ayrton, la culture qui plaît, etc. On a des retours de concurrents ou de partenaires, etc. Ou même de candidats, de collègues, en fait, qui font d'excellents retours. Comment on fait pour garder de la distance avec l'ego quand on est les fondateurs de ça ? Je pense qu'il y a une question de caractère et d'éducation. Je pense que ni l'un ni l'autre, avec Adrien, on a des égos démesurés et on n'est pas le genre de personne à développer ce genre d'égo, je pense. Non, c'est presque même pire pour moi, où je me soigne à pas toujours regarder ce qui va pas. Et donc, tu parles de choses qui fonctionnent. C'est pire que d'en être fier, c'est que en fait, je les vois souvent pas, pour de vrai. Je fais pas semblant de pas les voir. Donc je regarde ce qui va pas, donc je fais très attention à de temps en temps m'arrêter et dire hey, regarde ce qui va bien. Donc ça développe pas une culture de l'ego très forte, ça. Pour autant, quand je m'arrête et que je regarde, je suis fier, je suis content, donc évidemment. Mais je pense pas qu'on soit trop dans ce truc-là. Et effectivement, quand ton job, c'est aussi de voir ce qui va se passer dans les 6 mois, c'est vachement dur quand même d'être dans le show et dans la fierté. Et puis je pense qu'on partage un truc avec Fab initial, c'est qu'on est quand même plutôt 2 personnes plutôt réservées et timides. En fait, au départ, on n'est pas non plus hyper extravertis. Et donc je pense que ça va avec. Ok, donc vous n'avez pas été tenté Après, voilà, on a fait des choses vraiment bien, mais on a eu quand même plein de petits échecs, plein de petits fails. Ça n'a pas été une route qui a été tracée d'or. Et je pense que ça fait 16 ans qu'on est là, mais on n'a pas fait, comme les startups d'aujourd'hui qui font des levées de fonds et qui passent de 0 à 200 personnes en 2 ans. Voilà, le fait que c'était sur un temps long, avec plein de périodes stables, en fait, ça joue aussi sur le fait que, je n'ai pas l'impression qu'on a fait décoller une fusée vers la Lune, je le dis souvent, mais on a quand même fait des choses chouettes, et parmi les choses qui me plaisent le plus, c'est le fait qu'on fasse bosser aujourd'hui 80 personnes autour d'une idée qui était la nôtre au départ, et ça c'est incroyable, mais c'est plus un sentiment de fierté, et effectivement quand je le raconte, quand j'explique cette aventure à des gens qui sont à l'extérieur et qui me posent la question, qui creusent un peu, c'est vrai que je me mets à en parler avec fierté, mais c'est pas le premier truc que je mets en avant. Fierté, pour moi, c'est pas forcément Voilà, de l'ego. c'est ça, c'est pas Ouais. de l'ego, c'est vraiment de la fierté. Et voilà, quand on me demande ce que je fais dans la vie et que je parle à des gens qui sont pas du tout dans ce genre de métier, je dis je suis informaticien. Et si on me demande pas d'aller plus loin dans l'explication, je vais pas plus loin, quoi. Du coup, pour vous, quels ont été les moments clés, les moments charnières de votre aventure ? Ça va un peu avec ta question précédente. Je pense que moi, ce qui m'aide à avoir un ego normal, c'est que j'ai un peu conscience des moments où ça aurait pu ne plus exister. Du coup, c'est ce que je disais tout à l'heure sur mon association 63 000 rebonds à laquelle j'essaie de m'investir. C'est que, bon, on peut être fier, etc. Mais il y a quand même plein de moments où c'est pas nous qui avons tout maîtrisé. Et ça s'est quand même plutôt bien passé. Donc, c'est un bon concours de circonstances. On peut être content. Enfin, il faut être content. Mais de là à prendre un drapeau, on dit regardez comme je suis le meilleur avec ce que j'ai fait, c'est pas nous ça. Et donc je vais en dire certaines, tu diras si c'est les mêmes. Évidemment, un moment assez incroyable de la vie où quand j'ai décidé d'aller à l'école de Belfort qui s'appelle l'UTBM pour justement apprendre l'électronique qui me manquait vachement alors que je voulais en faire. Ce sont des très grosses promos de milliers de personnes et quand on est arrivé, je me suis assis n'importe où dans un amphi énorme et la personne qui s'est assise à côté de moi, c'est Fabien qui lui aussi arrivait tout seul sans connaissance, il me semble, là-bas particulière. Et donc il est assez probable que si on s'était pas assis l'un à côté de l'autre, on serait pas là. Parce qu'on a fait une formation en toute partie commune, mais très rapidement j'ai bifurqué dans autre chose. C'est pas sûr qu'on se serait revu. Ça, je trouve que c'est un des moments. Le deuxième moment qui est très important, c'est le moment où on échoue à lancer notre premier produit, qui était un produit de télérelève de compteur d'énergie, qui avait toute sa place en termes de marché, mais qu'on n'a pas du tout réussi à scaler. On manquait énormément d'expérience et on ne trouvait pas, et on n'avait pas beaucoup d'argent, et qu'on décide de pivoter grâce à des rencontres sur des salons dans un métier qui nous paraissait plus prometteur, qui était l'énergie solaire, mais qu'on décide de faire dans le bon sens. Et donc je pars pitcher cette idée d'un système de monitoring de panneaux solaires à une assemblée de spécialistes de monitoring de panneaux solaires
que nous, on connaissait pas du tout, du coup. On connaissait pas du tout ce marché. On avait imaginé que ça pourrait être intéressant pour ce marché, mais on connaissait rien. Je ne t'explique pas à quel point j'avais le trac de faire cette conférence. Je me suis dit, alors syndrome de l'imposteur au niveau maximal. Je me suis dit, ils vont démonter toute mon idée, parce qu'en fait, moi, j'y connais rien, mais j'ai juste une idée. Et à l'issue de ça, une personne vient me voir en me disant, c'est génial votre système, je vais vous en commander 100 par mois. 100 par mois, c'était des dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, sachant qu'on avait dû faire dans notre histoire peut-être 50 000 euros de chiffre d'affaires. Depuis 2 ans. Et donc, quelqu'un avec cette idée, alors que j'étais mort de trouille, vient nous voir en disant ton idée est géniale. Alors, on ne l'avait pas encore faite. Je vais vous en commander. Je pense que sans cette personne-là, que j'ai revue il n'y a pas longtemps, c'est incroyable à Barcelone. Sans cette personne-là, je pense qu'on n'aurait probablement pas réussi. Parce qu'il nous fallait ce win et on l'a eu grâce à ça. Donc, ça, c'est le deuxième que je trouve très important en termes de chance, mais aussi d'investissement. Et puis, le troisième moment charnière, c'est d'avoir eu la lucidité que le produit qu'on avait créé dans le solaire était sûrement probablement super, rentable, etc., mais qu'on s'ennuyait, et avoir la lucidité de dire il faut qu'on fasse autre chose, et qui nous a permis d'avoir le Ayrton d'aujourd'hui. Et ça, c'était un moment, je me rappelle très bien, on s'est posé la question qu'est-ce qu'on fait, on fait autre chose, un autre produit, et qu'on s'est dit on choisit de faire de l'ingénierie pour d'autres entreprises. Et ça, c'est pareil, ce choix-là, il a été fait autour d'une table en 1 heure, et ça aurait pu être complètement différent. Alors oui, j'ai quelques moments qui me viennent à l'esprit. C'est marrant, c'est un peu dans la même temporalité, plus ou moins, que ce qu'a dit Adrien. Alors j'avais le coup de la rencontre le premier jour de l'école, c'est quand même assez improbable. Après, moi, mon premier moment charnière, c'est quand on a eu fait ce fameux projet d'étudiants ensemble pour ce qui était les prémices de Ayrton, et que ça commençait à discuter entre Adrien et Alexandre de qu'est-ce qu'on fait de ça après, quoi. Et du moment où en fait ils ont décidé de me proposer de continuer avec eux. Donc cet entretien d'embauche qu'Alex m'a fait passer dans un bar quand on était au ski avec l'UTBM, et il me dit bon Fab, ok, on continue avec Adrien, est-ce que tu veux venir? Et du coup j'ai dit bah oui, parce qu'en fait comme beaucoup de moments qui se sont passés dans la société après, en fait Adrien était venu m'en parler avant qu'Alex vienne m'en parler, parce que c'était Alex le patron, et c'était rigolo. Donc du coup je n'étais pas du tout surpris, parce que je savais, Adrien m'avait prévenu qu'il allait venir me proposer, et là on a trinqué notre bière, et puis c'était parti. Donc ça c'est évidemment un moment hyper important pour moi. Le deuxième moment, c'est pratiquement le même que Adrien a cité, en fait, c'est quand on a reçu cette commande, en fait, avec, je sais plus, c'était 200 compteurs par mois ou 100 compteurs par mois pour notre système de télérelève photovoltaïque, complètement propre. D'ailleurs, on avait imprimé ce mail et on l'avait affiché dans le bureau. C'était complètement fou. Et en fait, ce qui est complètement fou, c'est que ce moment a été suivi d'un autre moment, genre 2 mois après, quand le gouvernement français décide de couper toutes les subventions du photovoltaïque, et qu'en fait, cette société fait faillite. Ce qui était assez rigolo. Mais grâce, en fait, aux quelques mois où on a pu assurer ces commandes, ça nous a lancé. Donc c'est quand même une période assez incroyable. Et on a pu survivre parce qu'Adrien a eu le flair de partir dans d'autres pays d'Europe où le photovoltaïque était beaucoup mieux développé. Et le troisième moment charnière que j'ai envie de choisir, c'est la fête qu'on a fait pour fêter les 10 ans de Ayrton. Et je pense que c'est la première fois qu'on a fait un truc all staff aussi important finalement. On devait être autour de 20, je pense, à l'époque. Un truc comme ça. Et on a fait une soirée où on y avait resto, une animation, je sais plus ce que c'était. Et du coup, avec Adrien et Alexandre, on avait préparé quelques PowerPoint pour faire la rétrospective de l'histoire d'Ayrton sur les 10 premières années. Et ça avait été un moment vachement émouvant. Et d'être tous les trois là, debout, à côté de nos slides, où on montrait des photos où on buvait des bières quand on était étudiants, ce qui était complètement ridicule. C'était assez marrant. Et de voir tous ces gens en fait qui étaient assis, les bras croisés, qui nous écoutaient avec les yeux grands ouverts, je pense que c'est là que je me suis... Même si évidemment ça fait déjà des années qu'on embauchait des gens, c'est là que je me suis rendu compte qu'on avait quand même créé quelque chose, et que tous ces gens ils étaient là juste pour nous écouter et raconter ça, et qu'en fait ils en avaient vécu une partie avec nous, et c'était complètement fou. Il y avait eu beaucoup d'émotions à ce moment-là, je me souviens. Non, vous avez jamais vraiment dit que vous avez été fier de quelque chose en particulier. Il y a beaucoup d'humilité, de modestie, comme si c'était comme ça en fait, mais c'est tout. Mais il y a des choses maintenant avec notre conversation depuis tout à l'heure où là vous vous dites ouais, ça c'était pas mal quand même. Ça c'était chouette quoi, je suis fière. Moi, je suis fier de la taille qu'on a atteint et de l'excellence qu'on a atteint sur le marché, qui est prouvé, reprouvé, reprouvé. Mais en fait, c'est pas que de l'humilité, c'est que c'est tellement dur tous les jours que c'est dur de se retourner et de dire waouh, je suis hyper fier. Parce qu'en fait, on l'a bien senti quand même. Tu le sens l'effort. Donc, c'est pas comme si tu avais galéré, atteint ton but, c'est bon, c'est fini. Ouais. Tu es fier de, je sais pas, tu as construit ta maison, elle est construite. Comme c'est toujours work in progress, c'est vachement dur pour moi justement d'atteindre ces moments. Il faut que je me force un peu. Mais c'est pas que de l'humilité.
C'est vraiment, ok, mais en fait, toi, tu es dedans, donc tu vois que c'est dur et tu vois toutes les difficultés. C'est pas comme si tu arrivais 2 ans après, tu te dis, waouh, je suis hyper fier de ce que vous avez fait, c'est magnifique. Mais ma plus grande fierté au quotidien, elle est claire depuis très longtemps, et j'adore ça d'ailleurs chez moi, hein, c'est un trait de caractère que j'aime bien, c'est quand des personnes de l'équipe font des choses extraordinaires et que j'y suis pour rien du tout. Ça, c'est à chaque fois un truc, ça peut être petit ou rien du tout, je suis fier, ça me fait plaisir, avant tout. Ouais, c'est marrant, j'avais un truc comme ça aussi en tête. Au début, on faisait tout. On avait toutes les casquettes, jusqu'à emballer nos compteurs dans des cartons quand on vendait des compteurs électriques pour notre solution dans le photovoltaïque. On a vraiment tout fait, du début à la fin. Toi, tu faisais même un peu de compta. Enfin, voilà. On a vraiment tout fait. Donc, en fait, petit à petit, d'enlever des casquettes de notre tête et de les mettre sur la tête d'autres personnes et de se rendre compte que ça roule et qu'effectivement, il y a des moments et des choses qui se font toutes seules. Et mieux que quand on le faisait nous-mêmes d'ailleurs, parce que on n'est pas des génies ni l'un ni l'autre, quoi. Donc en fait c'est ça qui est génial, et je pense qu'une partie du fait qui montre qu'on n'a pas beaucoup d'ego, c'est qu'on a toujours été hyper excités d'embaucher des gens meilleurs que nous. Moi c'est un truc, ça m'éclate, et plus les gens sont bons, et plus ils vont pouvoir en fait emmener mes idées beaucoup plus loin que ce que j'aurais pu faire moi-même, et plus je trouve ça cool. Et je pense que c'est une partie de ce qui fait qu'on a réussi Ayrton, c'est qu'on a su à un moment choisir des bonnes personnes pour les mettre aux bons endroits. Ça, on peut en être très fier. Mais c'est vrai que c'est génial de voir cette fourmilière avec toutes les petites fourmis ouvrières qui font tout un tas de trucs, et ça marche, et ça le fait, quoi. Et ça fonctionne, et ils s'organisent entre eux, ils font des trucs super intéressants, et ça, c'est vraiment excellent. Et alors, c'est une question que j'ai hésité à poser, mais tout ce qui tourne autour du regret, parce qu'en fait, finalement, ça fait partie de l'expérience et de la vie. Mais voilà, est-ce qu'il y a des trucs que vous regrettez? En regrettant après des petits learnings, donc des choses que si on devait faire différemment, on referait. Même si en étant fan de SF, tu sais qu'il faut absolument rien changer à ce que tu as fait dans le passé, sinon ça peut tout changer dans le futur. Mais pour l'exercice, je crois que quand tu démarres une entreprise, peu importe laquelle, qu'elle soit bootstrappée ou hyper financée, les 10-20 premiers collaborateurs que tu vas recruter, ça change tout. Mais ça change vraiment tout. Et donc, si tu as l'argent pour en embaucher 20, mais plutôt débutants, en embauchant 10 excellents, ou 5 super excellents, mieux payés que tout le monde sur le marché, parce que ça va tout changer. Vraiment, ça va changer toute ta boîte, sa scalabilité, les idées vont fuser, ça sera plus rapide, ça sera plus agréable. Je referai jamais cette erreur, non pas que les gens qu'on embauche au début étaient nuls, pas du tout, mais on embauchait les gens qu'on arrivait à embaucher. Donc probablement au départ, c'est un peu plus des débutants que des gens hyper expérimentés. Ou si on embauchait des gens expérimentés, on essayait de les payer vraiment le moins possible parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent. Alors que je pense qu'il faut faire l'inverse. Mon premier learning est très fort, pas un regret, mais un learning. Ouais, j'ai pas vraiment de regrets non plus. En fait, on a appris de tout ce qu'on a fait. Pas un truc qui vient en tête, je me dis, on n'aurait vraiment jamais dû faire ça. Même quand on a essayé de lancer un deuxième produit après Herbie Solar qui s'appelait Watch My PV, qui était un produit pur numérique sans avoir du tout de hardware, parce qu'on se rendait compte que vendre des compteurs sur des installations existantes, ça coûtait trop cher et c'était pas assez rentable. Voilà, on a essayé de lancer ce produit où en fait il aurait fallu que des gens qui étaient massivement des retraités viennent saisir sur internet leur index de production photovoltaïque. C'était un petit peu ambitieux, et surtout pour se faire connaître auprès d'un public qui n'allait pas sur internet avec un produit qui n'était que sur internet. Bon, ouais, là on a merdé, mais on a appris plein de trucs, parce qu'en fait au niveau techno ça nous a permis de développer des choses. Je pense qu'au niveau business ça a fait des contacts supplémentaires. Qu'est-ce que ça aurait changé si on n'avait pas lancé ce produit? J'en sais rien. Non, mais ça, on peut pas faire exercice, c'est sûr. C'est dur, hein. Donc non, il n'y a pas vraiment de regrets. Il y a peut-être des projets qu'on a tenté de faire avec des clients qui n'étaient pas matures, ou si on les avait pas fait, peut-être qu'on s'en serait mieux porté. Mais bon, il n'y a pas de truc énorme en fait. Rien de majeur. Non, il n'y a rien de majeur. Je me suis rappelé du deuxième truc que je voulais dire. On a tellement de trucs à faire quand on démarre une boîte, et tellement tout à faire, on a 1000 casquettes, qu'on pense que le recrutement est une chose un peu en plus, un bonus le soir, on se met à lire les CV, enfin on n'a pas le temps, quoi. Et je pense que de 0 à peut-être 100 personnes, les fondateurs devraient passer au moins 50% de leur temps sur la thématique recrutement. Et ça, je peux t'assurer que personne ne le fait. Et parce qu'en fait, ça change toute une boîte. C'est dur de recruter, c'est du travail, il faut l'apprendre, il faut le mettre en place, mais ça te change une entreprise. Parce qu'en fait, c'est les gens qui font l'entreprise. Et n'importe quel aujourd'hui fondateur, je lui dirais combien de temps tu passes à recruter ton équipe, même s'il n'y a que 5 personnes qui peut recruter cette année, parce qu'il n'a que le budget pour 5 personnes, passe tout le temps que tu peux pour ces 5 personnes. Et après, tu verras le levier de dingue que ça va créer. Mais c'est dur parce que c'est toujours sur cette difficulté court terme, long terme. Recruter, c'est long, donc c'est plutôt long terme. Et à court terme, on a plein de choses à faire. Donc je sais que c'est pas facile, mais déjà se poser la question combien de temps je passe à recruter par semaine, alors que
il n'y a que 3 personnes dans ma boîte et que je veux en recruter 5 cette année, c'est une bonne métrique. Il y a des choses qui vous manquent d'avant? Ouais, d'être tous les deux dans le même bureau, parce qu'on se marrait bien quand même. Ah ouais, il y a un truc fondamental qui me manque, pourtant qui est accessible et je cherche encore, c'est de passer des heures, des jours, voire même des semaines sur un travail, sur une réflexion. Ce qui se passe quand tu développes, moi j'ai développé quand même longtemps du code, et c'est ça, c'est un travail intellectuel de longue haleine, c'est comme écrire un livre. Je ne suis plus du tout dans ce temps-là. C'est-à-dire que mon temps de concentration maximal maintenant est en heures et des fois moins, et c'est pas bien. Je le sais, et donc j'essaie de me soigner, mais ça me manque énormément. J'avais énormément de plaisir à passer une semaine à travailler sur une chose. Être dans l'hyperfocus. Ouais, ça me manque beaucoup. Et je pense que c'est un piège, donc il faut que je trouve une solution. Et il y a un truc que vous préférez aujourd'hui? Enfin, vous dites, ah, c'est génial d'avoir ça. Les gens, t'en es responsable, hein, c'est toi qui les recrutes. Non, tous les gens qui arrivent, je trouve ça ils sont trop cool. Et ce qui est marrant, c'est que les gens dont je suis relativement proche en ce moment chez Ayrton, c'est des gens qui sont là depuis pas très longtemps. C'est assez rigolo non, c'est vraiment, enfin, on est entouré d'une équipe de gens qui sont super, autant bons techniquement que des super personnalités, des gens qui nous enrichissent en fait. Donc non, c'est vraiment ça le truc. Ça, c'est une partie qui est importante pour moi aussi. Si on me disait que maintenant, on ne peut plus embaucher de nouvelles personnes parce que pour telle ou telle raison rationnelle, ça me ferait énormément mal, parce que c'est vraiment une partie qui effectivement me plaît. C'est une espèce de preuve absolue qu'on continue d'être attractif. Ça fait plaisir aussi à notre ego quand même d'entrepreneur. Mais ce qui me plaît le plus aujourd'hui, c'est ce qui est nouveau, et c'est aussi ce qui m'a amené à rejoindre le groupe ABMI au départ, c'est d'être capable de faire des acquisitions d'autres entreprises. Je nous sens extrêmement capable d'intégrer des entreprises qui nous ressemblent, complémentaires. On l'a fait un tout petit peu l'année dernière sur une petite structure à Grenoble. Là, il y a d'autres opportunités en France et même potentiellement à l'étranger. Je sens que je suis assez fort pour convaincre un CEO de taille raisonnable, pas de 10 000 personnes, qui serait ouvert d'esprit évidemment à nous rejoindre. Donc ça, je suis quand même content d'avoir ce petit truc en plus. Et je nous sens hyper capable d'intégrer, et justement parce qu'on s'intéresse beaucoup à la culture, parce qu'on fait attention à ça, parce que c'est important pour nous, je pense qu'on louperait moins de choses qu'une entreprise peut-être moins focus là-dessus. Donc je veux réussir à faire une acquisition transformante qui va nous propulser dans l'année qui vient. Ça serait vraiment cool. Je pense que toutes les périodes qu'on a vécues avaient toutes plein de choses intéressantes et des choses moins bien. D'ailleurs, je me moque toujours des Ayrtoners, des jeunes Ayrtoners qui disent « Oui, c'était mieux il y a 2 ans. » Oui, mais non, c'était pas mieux il y a 2 ans, parce qu'il y a 4 ans, c'est encore différent, 6 ans, c'est encore différent. Et à chaque époque et chaque taille de boîte a son intérêt. Là, si tu veux, il y a un truc qui est moins bien aujourd'hui à 80, c'est que je peux plus passer autant de temps avec chaque personne que quand on était 10. Mais voilà, c'est tout. En fait, il y a plein de choses qui sont aujourd'hui bien mieux que quand on était 20 et qu'on galérait sur plein de sujets. Aujourd'hui, quand tu veux faire un truc, tu trouves tout de suite 4-5 personnes pour le faire avec toi. Quand on était 20, c'était beaucoup plus difficile. Tu te retrouvais vite à 1-2 pour faire un truc et c'était pas du tout la même puissance en fait. Aujourd'hui, on peut avoir des ambitions qu'on pouvait pas avoir avant et c'est vachement intéressant. Quand tu décides de te mettre sur un sujet, tu peux faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Je vais vous poser 3 dernières questions. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire Ayrton pour vous? Ça représente quoi? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment aujourd'hui? Pour moi, ça représente donc une construction, une idée qu'on a comme un produit qu'on a imaginé, qu'on a construit, sur lequel on a itéré, qu'on a raffiné, poliché. Et donc, ça représente un joli achievement, quoi, un joli réussite d'une taille qui commence à me satisfaire. J'ai une obsession comme ça pour la taille de l'entreprise, mais pour moi c'était important. Je dis souvent, je veux qu'on grandisse. Certains n'ont pas forcément envie qu'on grandisse, et je respecte ça, mais moi j'ai envie. Vraiment, ça représente quelque chose pour moi, que ce soit pas un petit truc, que ce soit quelque chose d'important. Et je trouve qu'on s'en approche vraiment, donc je suis quand même assez fier de ça. Je suis content qu'on ait créé un acteur un peu unique, un peu original. En général, j'aime bien être un peu original quand même, un peu une obsession. Et on a quelque chose qui n'existe pas beaucoup. En gros, il y a un Ayrton par pays, quelque part, si on doit résumer. Et qu'on ait réussi à le créer, je suis assez content. Et c'est quand même quelque chose... Aujourd'hui, moi, je pourrais partir 1 an en vacances. Il est sûr et certain que l'entreprise continue de se développer sans problème. Et ça, c'est quand même pas mal. Pour moi, Ayrton, c'est une certaine vision de comment on veut collaborer dans une entreprise. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne croyaient pas du tout au début. Bon, déjà parce que monter une start-up, c'était pas très à la mode. Et je pense qu'on a fait preuve de beaucoup de résilience dans notre vision pour qu'aujourd'hui, ce soit plus du tout quelque chose qui fasse rire, mais au contraire, quelque chose qui fasse envie. Et quand je vois certaines personnes qui arrivent chez nous aujourd'hui, je dis waouh!
putain, je suis embauché chez Ayrton, quoi. Bah, ça fait plaisir parce que forcément, il y a 15 ans, personne ne connaissait Ayrton. Il y a encore beaucoup de gens évidemment qui ne connaissent pas Ayrton, mais dans notre petit milieu, la marque commence à être connue et le fait que ça donne envie, je pense que ça, c'est vraiment un truc dont on peut être très fier. Voilà, si vous deviez revenir 16 ans en arrière, quand vous aviez 22 et 23 ans, quels conseils vous donneriez-vous ? Ce qui est très dur quand tu es entrepreneur, enfin, peut-être même la chose la plus difficile, tu sais qu'il faut persévérer, sinon tu n'arrives à rien, mais tu sais aussi qu'il ne faut pas aller trop loin, parce que tu peux persévérer dans une idée qui t'amène nulle part, et tu peux être le meilleur entrepreneuse du monde. Une idée de merde, ça reste une idée de merde. En tout cas, une idée dans un temps mauvais ou une idée qui n'est pas bonne dans un temps qui serait favorable, ça peut t'user, ça peut te détruire. Donc c'est hyper dur de savoir quand est-ce qu'il faut pivoter. Et donc probablement, je me dirais ce que je t'ai dit tout à l'heure, tu vas créer une entreprise et l'obsession de recruter les meilleurs tout de suite. Et donc si tu as le budget pour 3 mois, embauche-en qu'un. Parce que je pense que c'est ce qui nous a manqué, ce qui a fait qu'on a été plus lent et plus seul au début. Bah moi, je n'ai pas grand-chose à me dire parce que si je peux me dire un truc, c'est bon, tu peux le suivre, le petit barbu là. C'est bon, c'est la bonne direction, mais j'avais pas déjà l'impression d'hésiter beaucoup à l'époque. Peut-être que ce que je me dirais, c'est sois moins feignant avec la guitare, tu vas le regretter dans 15 ans quand ton niveau sera toujours aussi nul parce que tu n'auras pas bossé. J'espère que vous avez passé un bon moment. Super, comme d'habitude. Et puis merci. Merci Malika. Merci à toi Malika. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, partagez ce podcast autour de vous. Si vous souhaitez en savoir plus sur Ayrton, rendez-vous sur notre site internet ayrton.fr. À bientôt pour un prochain épisode.